Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. Dans la troisième partie de l'émission Les Grandes Gueules, c'est la dernière ligne droite. Nous vous l'annoncions dès l'entame de cet autre numéro des Grandes Gueules. Les travailleurs de la compagnie des bauxites d'alumine de Diandian sont en grève. Ils dénoncent les bas salaires et le non-respect du code du travail en Guinée dans un mémorandum adressé à l'entreprise qui ne connaît pas encore de suite. La délégation syndicale a mentionné le harcèlement et la privation de liberté dont certains employés seraient victimes. Les négociations n'ont toujours pas démarré, mais l'entreprise serait en train de recruter en catimini. Nous en parlons ce matin avec Christopher Ollier, secrétaire administratif de la délégation syndicale. Il est déjà installé dans ce studio avec nous. Bonjour Christopher, bienvenue. Bonjour Espace, bonjour à tous les Rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. Bonjour Espace, bonjour à tous les auditeurs de la radio Espace. Allez-y Guiba pour la Alors, merci Christopher d'être là. J'ai échangé avec eux le week-end. Il s'agit des travailleurs de Cobalt, c'est la compagnie d'alumine de Diandian, qui est une filiale de Russal. C'est comme Frigia dit. Frigia, pardon. Donc, Frigia, voilà. Donc, c'est une filiale de Russal. Alors, ces travailleurs, si la régie peut nous montrer certaines images, on a pu constater qu'ils travaillent dans des conditions très difficiles, des conditions où il y a un problème même d'hygiène. Ils se déplacent difficilement et ils parlent aussi du traitement salarial qui tourne autour de $150 à $250, ce qui est quand même pour une société minière insignifiant par mois si nous nous comparons avec d'autres sociétés minières qui opèrent aujourd'hui en Guinée. Il y a aussi le problème au niveau du recrutement qu'ils ont aussi dénoncé dans leur mémorandum. Il faut rappeler qu'il y avait eu une négociation entre eux et la direction, mais sauf que les mesures n'ont pas suivi. Et donc, au-delà, ils parlent aussi. Bon, les syndicats sont là, ils se battent au quotidien et tout ça. Il va prendre la parole tout à l'heure, mais sauf que dans l'argument qu'ils ont développé dans leur mémorandum que nous avons reçu, c'est que les choses n'ont pas prospéré. Il y a aussi le problème, par exemple, de la formation. Il n'y a pas de plan de formation. Vous pouvez voir comment ils sont entassés dans le bus en se déplaçant. Et donc, ils nous ont envoyé ces images-là. Il y a aussi au niveau des toilettes des femmes, on ne peut pas se déplacer là-bas. Il y a aussi les toilettes des hommes. Et donc, on regarde un peu comment ils sont entassés dans le bus pour le déplacement. Pourtant, il y a eu des promesses qui ont été faites en ce sens. Donc, aujourd'hui, ils décident de prendre la parole pour se faire entendre et réclamer de meilleures conditions de... Vous avez vu les toilettes, par exemple. Ce sont les toilettes et des hommes. Et donc, vous pouvez comprendre un peu une société minière, comment on peut maintenir des citoyens, des travailleurs dans de telles conditions. Ça, c'est les toilettes des femmes, vous pouvez constater. C'est pas possible. Et voilà, donc je pense que c'est assez révoltant pour une personne qui peut voir ces images-là. Donc, Monsieur Ollier, vous avez vu voilà, le bus, l'état du bus. Voilà. Donc, c'est dans ce bus-là qu'il se déplace. Il se déplace, oui. Vous avez vu l'état du bus. Donc, ce matin, ils sont là. Vous avez déjà fait une grève dans ce bus ou quoi? Parce que là, je vois, vous avez arraché donc, dites-nous qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau de Cobalt et parlez-nous de ces points de revendication et qu'est-ce qui vous amène à aller en grève. Et bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous remercie très sincèrement pour ce que vous venez de nous accorder. Comme vous constatez, depuis jeudi 26 mai, on est en grève. Et ça, c'est après plusieurs tentatives de négociation avec nos directions pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Et il faut retenir le droit de grève est reconnu à tout travailleur, conformément au Code de travail guinéen, en son article 431.1. Et la grève, d'abord, c'est l'arrêt complet du travail déclenché par les travailleurs pour faire aboutir leurs revendications d'ordre professionnel et économique qui n'ont pas été satisfaits. Et après plusieurs tentatives, il faut reconnaître d'abord notre délégation syndicale. On a été élu le 23 décembre dernier. Après une étude sur le terrain, voir les conditions de travail. Vous êtes affilié à quelle centrale? Nous sommes affiliés à la CNTG. Après cette étude, nous avons décidé de mettre en place une plateforme de négociation dans le cadre d'un partenariat. Donc vous venez d'être élu, on est d'accord? Oui, on est d'accord. Okay. Dans le cadre d'un partenariat pour que la direction de Cobalt essaye de faire face à ces différentes conditions pour améliorer les conditions de vie des travailleurs. Bon, la première réponse de la direction était énervante.
puisqu'il mentionne dans son préambule, il dit « J'aimerais attirer votre attention sur ce qu'il n'existe aucune obligation légale de l'employeur d'accepter une régularité de négociation que vous appelez salariale, ni même les tenir annuellement. » Et au finish, vers la fin, il nous dit... Ce qui est une vérité, c'est à l'État et au gouvernement de faire en sorte que les salaires soient ajustés au niveau de vie des Guinéens. Là-dessus, ils ont raison. Non, sauf que dans la convention collective mini-carrière, cela priorise d'abord la négociation entre employeurs et... Mais ils ne sont pas obligés de l'accepter. Non, mais c'est pas eux qui fixent. C'est la loi. C'est la loi. Quelle loi? Normalement, quand vous travaillez, le salaire, qui paye le salaire, monsieur? Non, attendez. Bon, continuez. Okay. Voilà, c'est on mieux. reviendra dessus. Et pour finir, les points mentionnés dans la plateforme, puisqu'on a demandé une révalorisation salariale et tous les primes et aussi la prise en charge sanitaire qui est primordiale. Mais il nous demande de lui donner des justifications juridiques par rapport à chacune de nos demandes. On ne comprend pas. Donc, on a répondu. Qui demande ça? C'est le directeur dans son message. La réponse qu'il nous a faite suite au dépôt de la plateforme de négociation. Justification juridique? Il demande des justifications juridiques. Quelle explication a-t-il donné à cela? Bon, nous l'avons dit, s'il veut des justifications par rapport à ça, qu'il nous appelle sur la table de négociation, on va lui dire tout ce qui ne va pas et pour qu'il essaye d'améliorer les conditions. Maintenant, qu'est-ce que vous avez constaté Mais Guiba, c'est important de savoir, ces négociations ont été entamées depuis quand? Depuis combien de temps? Bon, c'est depuis le 28 janvier 2022 qu'on a déposé. En début d'année, oui. Est-ce que pour essayer de savoir si vos démarches sont conformes aux textes de loi qui régissent le travail dans notre pays, est-ce que vous êtes approché de l'inspection générale du travail pour qu'ils vous outillent plus? Parce que si vous êtes outillés, ils ne peuvent rien contre vous. Bon. En résumé, pour parfaire sa question, est-ce que le ministère du Travail joue son rôle dans la situation qui prévaut chez vous actuellement? Est-ce que le ministère s'est impliqué? Non. Directement, non. C'est dans le cadre du préavis de grève que l'inspection générale du travail... Oui, eux, ils se réveillent toujours tard. Ils se réveillent toujours très tard. Mais est-ce que vous savez qu'il y a les services là-bas, ou à l'inspection générale du travail, où vous pouvez aller vous outiller juridiquement pour venir affronter la direction? Mais c'est un syndicaliste, je suppose, qui ne va pas s'inviter sur certaines questions comme ça sans savoir où mettre de la tête. Non, justement, lorsqu'on leur demande le justificatif juridique, c'est parce que tout simplement le DRH, ou je ne sais pas moi, celui qui leur a demandé, a trouvé des failles où se glisser. C'est tout, madame. Lorsque vous autres, en résumé, est-ce qu'il y a des failles? Est-ce que vous avez parcouru les documents contractuels pour savoir réellement si vous étiez dans vos droits? Je ne crois pas, puisque pour mettre en place cette plateforme, on s'est servi du Code de travail guinéen, de la convention collective mini-carrière. Sauf que ce qu'on dit là, c'est pour vous. Hein. Oui, lorsque vous recevez une fin de non-recevoir de la part de la direction d'une filiale de Russal, cela veut dire, ce qui est le cas, cela veut dire que l'État guinéen, et notamment par l'intermédiaire de ses services, donc que ce soit le ministère du Travail, le ministère de l'Industrie et l'inspection, n'ont pas rempli leur rôle. Voilà. Lorsque les Russes parce que c'est du mépris, et c'est pratiquement les images que l'on voit là, c'est pratiquement de l'esclavagisme moderne. Mais ça s'appelle comme ça aujourd'hui. Mais lorsque les Russes se permettent de venir ici, exploiter nos terres, se faire de l'argent, c'est une entreprise privée. Eux, ils sont là pour de la rentabilité. C'est à l'État de mettre des normes, des règles et surtout de respecter les normes mondiales en termes de travail. L'État ne le fait pas. Les Russes sont, excusez-moi de vous le dire aussi abruptement, mais les Russes sont dans leur rôle aujourd'hui dans la mesure où votre propre État, votre propre ministre et ministère ne font pas en sorte que vos droits soient respectés. Là est le problème pour le moment à mes yeux. Oui, et justement, j'allais en venir. Parlez-nous des démarches que vous avez déjà menées. Bon, les démarches que nous avons déjà menées, premièrement, quand on a déposé la plateforme, après la réponse, nous avons réagi encore. C'est à là que la direction nous a invités pour une réunion de concertation. Mais avant cette réunion, parce que cette réunion était prévue pour le 1er mars,
Avant cette réunion, on a reçu une visite du ministre du Travail et de la Fonction publique, Julien Yongou, avec une forte délégation dans nos locaux là-bas. Ils ont décalé notre réunion pour le 2. Quand on a reçu le ministre ce jour, c'était la première fois, selon moi, qu'une autorité se présente dans une compagnie minière, il donne la parole aux travailleurs par le canal de ce syndicat, puisque dans le passé, toutes les autorités qui venaient là-bas, c'est juste un flash, ils passent dans le bureau et puis après on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Mais le ministre, il a demandé à ce que le syndicat intervienne. C'était une opportunité pour nous. C'est moi qui étais le porte-parole. J'ai dit tout ce qui n'allait pas en ce qui concerne la violation des... Ça, c'était il y a combien de temps? C'était le 1er mars 2022. En ce qui concerne surtout la violation et le non-respect de la réglementation du travail en République Guinée et un mauvais traitement salarial et tout ce qui est anormal qui se passe dans l'entreprise. Et ce jour-là, j'ai vu la réaction de notre directeur qui s'est dit qu'on a fait de graves accusations. Mais l'inspecteur général adjoint était là. Il a dit la relation entre vous et la représentation du personnel, c'est un partenariat. Vous n'êtes pas des adversaires. S'il y a des problèmes qui constatent et qui vous soumettent, le mieux c'est de vous retrouver et trouver une solution pour changer tout cela. Est-ce que les choses ont changé depuis non, cette réunion? Ça n'a pas été. Qu'est-ce que le ministre a dit quand vous l'avez rencontré? Quand le ministre nous a rencontré, il était passé pour un constat. Bon, là-bas même, il avait 12 points de contrôle pour voir si ces choses-là sont dans les normes à COBAD. Et bien entendu, nous, on était là et chaque point qu'il disait, c'est que si on constate que cela n'est pas appliqué à COBAD, on dénonçait que cela n'était pas, notamment la catégorisation professionnelle des salariés dans le secteur privé et assimilé. Ce n'était pas le cas. Le plan de succession. Est-ce que vous savez que dans les règles, que ce soit la qualité de l'accueil des travailleurs, l'outil de travail qu'on met à votre disposition, la sécurité, etc., ce rôle de contrôle est dévolu à l'inspection du travail. La question est, est-ce que l'inspection du travail passe régulièrement pour faire ces contrôles-là? Non, je suppose. Voilà. Est-ce qu'il y a des inspections là-bas? Non, non, bien sûr que non. Jamais. Non, on n'a jamais constaté, mais c'était toujours le problème. Je suis surpris, puisque j'ai vu dans les archives tout dernièrement, c'est l'inspection du travail qui délivre une attestation de conformité à COBAD pour dire et ce que l'on voit là n'est pas dans conformité. Ahmed, je ne sais pas sur quelle base, quels critères ils sont fondés. A délivré quoi? Quel document? Une attestation de conformité pour dire que COBAD respecte. Dans toutes les règles. Elle est dans toutes les règles. Voilà. Est-ce qu'à la suite du ministre, l'inspection régionale s'est déplacée pour le site? Non, depuis le ministre est passé, on n'a pas vu l'inspection régionale, puisqu'il y a même, après, c'était une tournée, après cela, ils avaient fait passer un courrier pour dire qu'il y a un groupe d'inspecteurs qui vont passer dans les entreprises. Et qu'ils ne sont jamais passés. Bon, mais chez nous, on n'a jamais constaté. Voilà. Moi-même, j'avais appelé personnellement. Moi, je vais vous entendre sur vos conditions. Vos conditions de travail, c'est ce qu'on veut entendre, point par point. Expliquez-nous. Nos conditions de travail, d'abord, il faut... Le problème là-bas, il va répartir en deux volets. Le premier point, c'est vraiment le non-respect de la réglementation et la violation des tests réglementaires. Aussi, on peut ajouter ça, l'harcèlement, de l'abus du pouvoir, tout ce qui est inacceptable. Le harcèlement, c'est quoi? Voilà. Le harcèlement se manifeste par quoi? Le harcèlement se manifeste par vraiment un mauvais traitement du personnel, du point de vue moral et même souvent, c'est les membres de la direction et surtout en grande partie les expatriés, mais ils sont soutenus par nos parents guinéens qui sont là, qui se disent que nous appelons les grands gueules. Alors, j'ai vu votre préavis là et tout. Vous demandez le départ du directeur du personnel. Avant cela, il parlait de catégorisation salariale. Par entité, par équipe de travail. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de... Voilà, conformément à l'arrêté, c'est 1386, depuis 1995, c'est le ministère du Travail qui avait élaboré cela dans pour les secteurs privés et assimilés. C'est-à-dire quoi? On n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas les mêmes niveaux d'études, on n'a pas les mêmes qualités et
on n'a pas les mêmes anciennetés. Donc, dans l'entreprise, il faut avoir une grille de catégories dans lesquelles chaque salarié est logé. C'est ce qui permet le plan de carrière, l'affectation au poste, la etc. promotion, ainsi de suite. Et à chaque année, ou 1 an ou 2 ans, selon le processus d'évaluation, il faut évoluer. Et si cela n'existe pas, ça fait que tu peux Quand entrer... vous parlez de processus d'évaluation, l'évaluation des employés, Ça se fait? Non, jusque-là, puisqu'il n'y a pas de catégorisation. Depuis combien de temps? Bon, moi personnellement, je suis dans cette entreprise depuis 2017 et ils ont commencé la production en 2018 puisque notre premier train c'était le 1er avril 2018, j'étais là. Jusque maintenant là, il n'y a pas cette catégorisation mise en place. D'accord. Et vous avez le même salaire qui n'a pas bougé depuis 2018? Bon, depuis 2018, le salaire, ça a bougé légèrement, mais vraiment, c'est pas... Vous savez, la dernière fois, je discutais avec un expert minier qui me disait qu'en Guinée, le problème dans les mines, c'est qu'il y a des sociétés minières avec des syndicats particuliers. Il n'y a pas une intercentrale syndicale des sociétés minières, exactement, oui, tout pour pouvoir mettre en conformité toutes les réalités dans les sociétés minières. Je pense, est-ce que vous réfléchissez à ça? Vous mettre en collégialité, c'est-à-dire que créer une intercentrale syndicale des sociétés minières pour être plus fort, comme ça se passe dans l'enseignement, comme ça se passe. Vous êtes faibles. Ils sont tellement friqués, ils ont tellement de l'argent. L'inspection générale du travail bouffe tellement dans leurs mains que finalement vous passez. Oui, mais c'est vrai. Au-delà de ça, Madame Hérault, c'est une réalité. Madame Hérault, c'est tellement une réalité. Non, je voulais qu'on reste un peu sur les points. Non, me dis pas, permets-moi. Attends, on est en train de les aider. On n'a pas besoin de preuves et palpable pour savoir, Madame Hérault, que non, Madame Hérault, je sais de quoi je parle. J'ai travaillé longtemps dans le secteur minier, là, pas dans une société, mais Madame Hérault, tout le monde le sait. L'inspection générale du travail est une instance extrêmement corrompue par les sociétés minières. Les inspecteurs régionaux bouffent dans les mains des sociétés minières. La direction de l'inspection générale du travail est grossie par les fonds de la société minière. Ces gens-là ne font aucun contrôle. Quand on vous dit qu'on délivre une attestation de conformité à une société dans lesquelles il y a une telle toilette, il y a de telles toilettes, vous me dites que ça se passe. Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut penser à vous mettre en collégialité pour être plus fort. Et je finis là-dessus. 2 choses. Dans un pays normal, sur les images qu'on a vues, la société serait fermée et on l'obligerait à vous donner. On l'obligerait non seulement à vous donner des outils, un outil de travail conforme aux normes internationales, et ça n'existerait pas. Voilà, ça c'est inacceptable pour nous. Mais au-delà de ça, parce que je reviens encore au rapport de force que la Guinée doit avoir. Nous, on connaît les oligarques russes. Il y a une fameuse image de Poutine qui va dans une usine, je sais pas, tout le monde la connaît ici, où il met au pas les oligarques russes qui voulaient fermer alors qu'ils gagnaient de l'argent. Les Russes, nous le savons, nous connaissons leur mentalité. Les Russes ne comprennent que le rapport de force. C'est à l'État guinéen, encore une fois. Je comprends votre combat, vraiment, et je comprends votre détresse. Mais c'est à l'État guinéen de montrer ses muscles et de leur dire, écoutez, sur notre sol, nous n'accepterons pas que nos compatriotes soient traités comme des sous-hommes, parce que c'est comme ça que la direction de cette société vous traite, comme des sous-hommes. Donc l'État doit le faire. Et 2, le ministre du Travail et les inspecteurs doivent revenir dans les normes de l'État, vous faire le travail pour lequel ils ont été nommés, c'est-à-dire vous protéger. Et ça, malheureusement, ça ne se fait pas dans notre pays. Ils sont complices de l'esclavage moderne qui est mis en place pour vous exploiter. Voilà, je vais maintenant aller sur la question. D'abord, j'ai constaté dans votre plateforme, vous parlez du départ du directeur du personnel, de celui, je crois aussi, un remaniement au niveau de la direction des ressources humaines. Oui, bien sûr, bien sûr. Et pourquoi vous demandez ces départs? Ça, c'est la première question. Deuxième, c'est sur le recrutement. Alors, vous dites que dans le recrutement, vous constatez qu'il y a un favoritisme, ce qui ne facilite pas un peu pour les diplômés de pouvoir postuler chez vous. Sur quel est l'argument que vous disposez pour le dire? Et pour finir, peut-être c'est au niveau, par exemple, de cette grève, parce que j'ai entendu certains dire que la direction certainement était contre, mais qu'il n'y aurait pas eu de volonté de votre part de venir autour de la table de négociation. Est-ce que vous confirmez? Ok,
quand j'ai commencé, j'ai dit on a toujours favorisé les négociations. Nos premières démarches, puisque le syndicat ne se lève pas un beau matin, déposer un préavis de grève. C'est après plusieurs tentatives, il voit qu'il n'y a pas de satisfaction. Finalement, le dernier recours, c'est ce qui est la grève. Et la grève est précédée par un préavis de grève pour permettre aussi les négociations. Mais si le préavis arrive à l'échéance et que la grève est finalement déclenchée, c'est qu'il y a eu un manque de volonté de la part de la direction d'un parti pour maintenant sur ces départs-là sur ces départs-là, je viens, comme vous l'avez constaté, on a demandé un changement et un remaniement dans le service des ressources humaines, puisque le service des ressources humaines c'est un poste que je qualifie de très important, stratégique. C'est essentiel pour le fonctionnement d'une entreprise. Tout à fait. Mais s'il y a des responsables dans ce service qui font de l'abus, des pratiques inacceptables, je prends un exemple, par exemple, qui peut prendre son émotion personnelle pour faire de l'abus sur les travailleurs. Et il y a des exemples, tout dernièrement, il y a 2 à 3 personnes, une personne qui a reçu un préavis pour dire qu'ils ne vont pas renouveler son contrat après avoir fait plus de 4 CDD, près de 2 ans. Il signe chaque fois CDD. Maintenant, pour un problème personnel, on demande... Le DRH décide de le dégager. Oui, mais cette précarité-là, cher monsieur, c'est ça, votre nœud du problème, encore une fois, il est là. Cette précarité dont vous êtes victime, parce qu'il s'agit de travailleurs précaires, on appelle ça dans le milieu du travail. Il s'agit de travailleurs précaires. Cette précarité-là est due, encore une fois, à l'inaction. Au manque de responsabilité. Et au manque de responsabilité de l'État et de ses instruments. C'est tout. Parce qu'il faut. C'est la corruption. Évidemment, il y a c'est de ça que je parlais. Mais c'est là où c'est malheureux. C'est là où on a mal pour vous. C'est-à-dire que le problème, encore une fois, il n'est pas la faute de ceux qui viennent vous exploiter. Il est de la faute de ceux qui cautionnent ceux qui viennent vous exploiter et qui, par leur inaction, encore une fois, ne font pas leur travail, donc ne vous protègent pas. Et je pense, il me semble, que le rôle d'un État, c'est de protéger ses travailleurs, ses concitoyens, de ces gens-là. Peut-être qu'il faut expliquer un peu la genèse de Cobad, la société dont on parle. Vous savez, lorsque il s'est agi de relancer l'usine Frigia, donc l'usine d'alumine de Fria, Russell a mis comme condition, c'était même perçu comme du chantage. Vous voulez qu'on rouvre? Donnez-nous Diandia. Donc l'État guinéen était dans l'État cédé, et finalement, ni à Fria, où actuellement les travailleurs souffrent, ni à Diandia, les conditions ne sont améliorées et l'État n'a aucun regard là-dessus. Je ne sais pas, comme le colonel est en train de taper du poing sur la table, est-ce qu'il va mettre cela en application? Il faut qu'il monte ses muscles. Ça va au-delà de ces travailleurs. Il faut nécessairement que l'État puisse s'inviter dans ces entreprises. Je suis bien d'accord que M. Julien Yombouno fasse de la communication sur les réseaux sociaux, ou dans les médias, on a licencié tel nombre de fonctionnaires, on a assigné le fichier du fonctionnariat guinéen, mais qu'il se déplace et parte jusque dans le lieu où il travaille et qu'il s'intéresse aux travailleurs et aux syndicats, et que ces syndicats lui expliquent la situation et qu'il soit sur place et qu'il voit de visu la situation et qu'il revienne, qu'il ne prenne pas des mesures idoines pour régler ce problème. Là, je suis déçu. On m'a expliqué un cas du côté de Fria, j'ai failli pleurer parce que le monsieur, il dit, tu sais ce qu'on nous fait, on ne nous fait pas signer de contrat parce que on a en tête que si on faillit, on nous remerciera aussi facilement que ça. Il n'y a pas de contrat sans raison. Ils ont juste un badge qu'on leur donne et la validité, c'est pratique, c'est pour 1 semaine ou 2 semaines. Donc après les 2 semaines, là-bas, c'est des salaires. Et ça, avec la complicité, parce que ça, ce sont des pratiques. L'exemple que tu viens de donner est parfait. Ce sont des pratiques illégales dans un pays normal. Mais s'ils le font, ce sont ces gens-là, il faut le dire, ce sont des négriers modernes. Illégal, ça s'appelle travailler illégalement. C'est du travail illégal. Ce sont des négriers modernes. Malheureusement, le problème, c'est comme toute la traite négrière, c'est que c'est fait avec l'aval et la complicité de nos propres frères. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous êtes en contact avec l'inspection? Nous sommes en contact avec eux, puisque... Qu'est-ce qu'ils vous ont dit concrètement? N'hésitez pas. D'abord, quand on a déposé le préavis de grève, l'inspection devait agir rapidement.
Mais ils n'ont pas agi au même moment. C'est des tortues, ils sont lents. Parce que le préavis de grève a un délai de 10 jours. Si dans les 10 jours, les partis ne trouvent pas un accord, les travailleurs ont le plein droit d'aller en grève. Quand on a déposé le préavis, c'est le préfet de Bouquet qui nous a entretenus d'abord. Quand on a échangé, il nous a demandé d'attendre jusqu'au... Parce que la grève, le délai c'était le 20. Il nous a demandé d'attendre jusqu'au 25 qu'il aimerait bien jouer un rôle. On n'a pas voulu accepter. Après des tiraillements, finalement, on a décalé le délai du préavis du 20 au 25. Nous l'avons dit, monsieur le préfet, on vous accorde ce crédit de doute. Mais le 25 à 23h59, on n'a pas eu de suite favorable. Le 26, à partir de 0h, on déclenche la grève. Ce n'est que le 24 que nous avons reçu une invitation de l'inspection de travail qui appelle les deux secrétaires généraux des deux sites pour se rendre à l'inspection de travail. Donc ce jour-là, 25 mai. Le 24. Le 24 mai. Quand ils sont arrivés, ils ont discuté sur les problèmes, mais ils n'ont pas trouvé de terrain d'entente. C'est ainsi qu'il a demandé à ce qu'on suspende le préavis de grève et revenir le 26, puisque le 25 était férié, revenir le 26 pour continuer les discussions. Mais avant cela, on avait prévenu l'inspection du travail, puisque depuis qu'on a déposé le préavis de grève, c'était les menaces sur le terrain, les intimidations. Qui menaçait? Non, notre direction, les membres de la direction, les Russes. Les Russes. Si vous crevez, on vous licencie. On vous licencie, c'est ça, c'est leur méthode. Vous n'avez pas peur? Non, moi ça me dit rien. J'ai pas peur. C'est la meilleure. Non, en principe, il est intouchable en tant que syndicat. On peut pas te licencier. Normalement. On a prévenu, on dit ces intimidations, ces menaces, si vous grèvez, on va vous licencier. Surtout les travailleurs qui sont en CDD. Et même des travailleurs qui sont en CDI, pour leur attachement aux activités syndicales, et ils se sont retrouvés à la porte. Donc, on a dit à l'inspection de travail que ces menaces ne finissent pas. Et plus grave, depuis le préavis, c'est des militaires qui venaient sur le terrain, pionner sur le tour et à l'intérieur même du site. De l'intimidation. Ce qui nous a énervé, nous poussé finalement à déclencher la grève le 26 à 8h, c'est parce que on a pris, il y a eu des engagements à l'inspection du travail qui n'ont pas été respectés. On a décidé de suspendre la grève, attendre la fin des pourparlers du côté de l'inspection du travail qu'on devait poursuivre le 26. Mais on a demandé qu'il n'y ait pas d'intimidation parce que les militaires dans le lieu de travail, c'est hostile. En parlant de ça, en sortant d'ici, faites attention, on va vous accompagner parce qu'on connaît leur méthode. Il n'y a pas de problème. Vous voyez? Donc, on connaît leur méthode. Il n'a pas détourné quelque chose. On a vu le pharmacien. On a vu le pharmacien. On a vu ce que ça a donné. En sortant d'ici, on va vous accompagner. Il n'y a pas de problème. C'est une mauvaise La nuit du 25 au 26, Cobad était rempli de corps habillés, des gendarmes et des militaires, avec des armes aussi. Avec des armes. C'est eux qui donnent des instructions aux travailleurs. C'est pas leur rôle. C'est eux qui donnent les instructions aux travailleurs. En tenue et avec des armes. Les images sont là. C'est même les audios, ce qu'ils disaient. Vous avez vos zones de limite, tu ne dois pas bouger là. C'est quand le convoyeur est en marche, tu peux effectuer des mouvements. Mais quand le convoyeur s'arrête, tu n'as pas le droit à bouger. Voilà. Et les Russes, mais comment voulez-vous que les Russes ne sont pas les rois du monde? Quand on a constaté cela, on a vu que même si on passe 1000 ans à l'inspection de travail, c'est des gens qui ne respecteront pas leur engagement. Exactement. Finalement, on a décidé de se faire entendre, de se faire respecter d'abord. Parce qu'il y a nos parents noirs là-bas qui avaient pris des engagements, dire aux Russes qu'ils vont gérer la situation, qu'il n'y aurait pas de grève, on ne pourra pas arrêter le travail. Et continuer à intimider, à maltraiter les travailleurs. C'est ce qui nous a fait mal. Finalement, à 8h, on les a laissés, ils ont fait tout ça la nuit. Dès 8h, à leur grande surprise, nous on a déclenché, puisqu'on n'avait pas fait un écrit de suspension des grèves, on avait juste dit aux travailleurs de patienter et attendre notre signal. Et dès qu'on a donné le signal, tous les travailleurs ont obéi parce que c'est des gens qui souffraient depuis toujours et ils ont tous obéi au mot de l'ordre. Et là, quel est l'impact sur le terrain? L'arrêt des travaux, ça a quelles conséquences? L'arrêt des travaux, les conséquences de quelles
côté, par exemple? D'abord du côté de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des conséquences financières du côté de l'entreprise? Bon, ça, je pense. Avec tout l'argent qu'ils ont amassé. La direction va bien. Vous représentez quel pourcentage dans le personnel, vous qui êtes parti en grève? Dans l'exploitation. Ou bien c'est l'essentiel? C'est l'essentiel. Les grandes gueules. Donc actuellement, l'usine est à l'arrêt. Est à l'arrêt. D'accord. Sauf le service minimum qu'on a. Le service votre obligation. Est-ce qu'il y a une procédure de... Il n'y a pas de transformation sur place, donc vous ramassez, vous mettez dans le train. Le travail actuellement, c'est l'extraction de la bauxite brute, le transport par voie ferroviaire jusqu'au port, où on charge les petits barges, les bateaux, les barges, sur le Rio Nines, ils nous envoient au Cap Chaïs pour charger les grands bateaux. Et c'est tout ce qu'on fait. Et pendant qu'on arrêtait le travail, il y a un bateau qui était venu garer, qui était prêt pour le chargement. Est-ce qu'ils ont lancé une procédure de recrutement de nouveaux emplois? Vous parlez de recrutement? Oui, voilà, généralement, je connais la pratique. C'est comme les politiciens qui aiment utiliser les manifestations pour faire peur au pouvoir. Eux, dans les sociétés minières, c'est utiliser le licenciement pour faire peur aux travailleurs, puisqu'on sait que le marché de l'emploi en Guinée n'est pas fourni. Les gens n'ont pas la volonté d'être licenciés pour quoi que ce soit. Et généralement, il y a parmi vous des travailleurs qui sont capables de passer dans votre dos pour aller travailler sans que vous ne sachiez. Oui, parce qu'ils ne sont pas protégés par l'État. C'était ça leur discours. Pour déstabiliser le mouvement, pour déstabiliser les travailleurs de suivre massivement le mot d'ordre de la grève. Ils cherchaient à convaincre certaines personnes à prendre des promesses pour dire à ceux-ci de venir travailler si le syndicat déclenche la grève. Parce que vraiment, malheureusement, le domaine dans lequel vous travaillez ne sont pas généralement des domaines extrêmement techniques où le recrutement de la main-d'œuvre est difficile. Généralement, c'est venir charger, comme vous dites, les camions qui ensuite chargent le train qui ensuite va charger les barges. Donc, c'est vraiment un travail dans lequel on n'a pas besoin d'experts pour dire que oui, si je licencie par exemple Ahmed, il va me falloir 2, 3, 4 mois pour pouvoir trouver un remplaçant parce qu'il faut que je cherche sur un marché fourni. Donc, aujourd'hui, il faut que, je dis encore une fois, vous mettiez vraiment le feu aux fesses de l'inspection générale du travail pour qu'ils puissent... Oui, Madame Hiro, moi je sais, ça me fait mal. Il faut appeler un chat. Ça me fait mal tellement que tu peux pas... Non mais si, il faut mettre le feu aux fesses de l'inspection générale du travail parce que ces gens-là... Ces gens-là, oui, on s'en fout. Parfois, écoute, parfois il faut sortir de ses gonds. Parfois, il faut vraiment sortir de ses gonds. Il faut faire violence à ces gens-là pour qu'ils puissent comprendre. Parce que les Russes, les Chinois et je ne sais qui amassent énormément de dollars dans notre pays sur le dos de ces jeunes qu'ils exploitent à coût de 1 500 000 par mois. Et après, lorsque ces gens-là réclament un minimum pour vivre, on leur menace de licenciement, on leur tape appel à l'armée pour venir les intimider comme si on était dans un camp de traite. Ça devient insupportable. Ce qui se passe, c'est qu'à Boké aujourd'hui, les jeunes qui travaillent là-bas, vous ne pouvez pas imaginer la misère dans lesquelles et les conditions terribles dans lesquelles ces gens-là travaillent, avec tout le soleil qu'il y a et la poussière qu'il y a. Il n'y a pas de... Vous n'êtes jamais suivi médicalement. Évidemment. Jamais suivi médicalement. Alors que ces gens-là passent toute la journée à inhaler de la poussière, etc. C'est énorme. Roby, parlons justement des conditions de travail, les équipements par exemple, le suivi médical, la prise en charge médicale. Ils ont un collègue qui a perdu son pied. La prise en charge médicale, ça fait partie de nos revendications prioritaires. Ça n'existe pas depuis toujours. L'assurance médicale, ça n'existe pas. Quand tu es... Tu es d'une grande naïveté là. Tu es d'une grande naïveté. Il n'y en a pas. Non mais attends, est-ce que tu sais que tu es dans un pays où je te le dis, tu vas voir 60% des travailleurs qui travaillent dans les mines ne sont pas assurés, n'ont pas droit au chômage, ils n'ont droit à rien si ce n'est le fait de se faire exploiter. C'est la réalité. Il n'y en a pas. Un travailleur de aujourd'hui avec ce petit salaire, quand tu es malade aujourd'hui, il faut aller te traiter. Je te donne un chiffre. C'est des engagements qui n'ont pas été respectés. Dans la convention de concession minière entre la Fédération de la Russie et la Guinée pour l'exploitation de la bauxite de Dianya, en son article 16.1, il est écrit la compagnie d'exploitation s'engage en août
à partir du démarrage de la production, à mettre en place une infrastructure médicale et scolaire correspondant aux besoins des travailleurs et de leurs familles. Permettez, infrastructure médicale et scolaire correspondant aux besoins des salariés et de leurs familles. La compagnie s'engage aussi à construire des cités résidentielles qui vont servir de logement pour les travailleurs. Mais il n'y en a pas. Au-delà de ça, il y a même une discrimination dans l'octroi des primes de logement, qui est même insignifiant. La prime s'élève à combien? S'élève à 400 000. La prime de logement. La prime de logement. Et pourtant, pour avoir aujourd'hui un bon logement dans les zones minières, il faut avoir au minimum 1 million. 1 800 000. Au minimum. Oui, donc, on octroie à certaines personnes et d'autres n'en ont pas pour dire que c'est le code de travail qui dit ça. Parce que quand ton lieu d'habitation est éloigné de ton lieu de travail habituel, donc tu as droit à un prime de logement. L'autre qu'on a recruté ici n'a pas droit à un prime de mais ça me paraît un peu logique. Juste un chiffre, Madame Miro. Sauf que il se base surtout généralement sur le certificat de résidence. D'accord, ok. Par exemple, moi, je peux me déplacer de mon village là-bas, Zérekouré profond, venir rester là 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, je me procure d'un certificat de résidence là où je suis. Mais cela n'est pas un titre foncier pour dire que j'ai un logement là-bas. Juste un chiffre, et je sais qu'il va le confirmer, c'est que moi, il y a souvent des chargés médicaux dans cette société minière qui vous disent que 6 travailleurs sur 10 souffrent de pneumonie. Et la plupart des travailleurs d'ailleurs qui sont sur le terrain sont pas toute la journée en train de tousser. Est-ce que je mens ou pas? Bien sûr. Voilà. Donc vous comprenez. Donc, on a vu une photo de 6 travailleurs sur 10 dans les sociétés minières souffrent de pneumonie. Allez-y, votre collègue qui a perdu l'usage de sa jambe. Voilà, c'est un travailleur qui était en service là-bas. Après, il a eu cette maladie. Manque d'assistance, il était obligé, il manque de moyens aussi, puisque le salaire, on te paye aujourd'hui, après 5 jours, tu es endetté. C'est fini. Et malheur pour toi, après ces jours, tu tombes malade, il faut te démerder. Donc finalement, ils étaient obligés de faire recours aux tradipraticiens pour chercher à trouver une solution. Qu'est-ce qui lui a arrivé? On a dû lui couper la jambe, je suppose. On a dû lui couper la jambe. C'est son frère même qui aurait vendu sa moto pour qu'il retourne à l'hôpital afin qu'on puisse amputer son pied. Et après ça, je pense que sa situation n'a pas été suivie. Jusqu'au dernier moment, on envoie maintenant sa lettre de licenciement. Il a reçu une lettre de licenciement? Bon, on a remis cela. J'ai appris qu'on a donné ça à son jeune frère qui travaille aussi là-bas pour aller le remettre. Mais ces gens-là n'ont pas n'ont pas d'état d'âme. Ces gens-là n'ont pas d'état d'âme. Partez, écoutez-moi. On va vous suivre, nous, on vous soutient vraiment. Mais partez du principe que ces gens-là vous considèrent comme des sous-hommes. Et avec la complicité de votre État. C'est ça la vraie question. Oui, alors, peut-être un dernier message pour terminer. Qu'est-ce que vous allez faire à partir de là? À partir de là, tout à l'heure, on va à l'inspection du travail pour faire des... Mettez-leur le feu. Mettez-leur le feu. Même si Madame Miro ne veut pas que j'utilise le mot, je vais le garder pour moi. Mais mettez-leur le feu là-bas. Mettez le feu à la cheminée. Comme vous constatez, Madame Miro, on les aide. C'est pas parce qu'on va pas dire la vérité à ces gens-là qu'on va pas les aider. De toute façon, qu'on le dise ou pas, ceux-là. Pas avec eux là-bas, donc laisse-le dire d'abord de ce pas. Ce que je dis, je suis responsable d'un propos. Je dis mettez-leur le feu. Mettez-leur le feu. Nous partons là-bas un autre slogan. Voilà. C'est mettre le feu. Voilà. Il faut que ça change pour rien. Ça vient de vous. Attention, mettre le feu des tortures. Mettre le feu. Les travailleurs qui ont tant souffert derrière le feu au fait. Au jour d'aujourd'hui, ils sont sur le terrain là-bas, au lieu de travail, à la rentrée. Ils disent non seulement ils ne vont pas à la maison, ils restent là-bas. Soit il y a amélioration des conditions de vie et que tout change, on reprend le travail. Ou bien soit on expulse les Russes, soit ils prennent les clics écran et partir. Mais on n'est pas prêt à reprendre le travail tant qu'il n'y a pas une amélioration conséquente de nos conditions de travail. Le problème, c'est que le gouvernement Alpha s'est couché comme une carpette devant Russell. Donc ils vont continuer tant qu'on leur montrera pas. Nos autorités qui passaient là-bas, c'est eux qui nous ont mis dans ça. Parce qu'il y a des autorités qui ont fait des discours là-bas
pendant des manifestations qui sont choses dans le temps du gouvernement Alpha. Bien sûr, ils se sont couchés comme des carpettes devant Russell. Quand ils sont arrivés avec les mouvements, il y a une autorité qui s'est permis de dire les 1,5 million, 2 millions qu'on vous donne ici, celui qui n'est pas prêt à prendre, qui se retourne au quartier, il y a des gens qui sont dans le café-bar qui sont prêts à prendre cela. Oui. Donc c'est des choses qui sont dans leur tête, ils se disent qu'ils peuvent traiter les gens comme ils veulent, quand ils veulent, et ils n'ont pas de considération pour nous les Noirs, et pourtant ils sont aucune, non mais je vous le redis, ils n'ont aucune considération. Ces gens-là vous traitent comme des sous-hommes. Le problème, encore une fois, on va se répéter. Nous, on va vous suivre, on va suivre cette histoire. Bien. Mais il faut que l'État guinéen maintenant montre ses muscles et montre à Ruxal qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. C'est ce qui est important. Et il faut mettre le feu. Bien. Faut pas l'écouter, il faut négocier. À leur derrière. Christopher Ollier, secrétaire administratif de la délégation syndicale de Djandia, merci d'être passé dans ce studio. En tout cas, bon courage. Merci et je vous remercie très sincèrement. Bien. Voilà comment on arrive au terme de cet autre numéro des Grandes Gueules. Merci à Mohamed Kamara qui a géré les sons du côté de la radio. Merci du côté de la régie. Ils sont très nombreux. Poutine qui est de retour, qui nous a fait parvenir les tweets de la journée. Merci à Nalaï Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de lui. Foté Souma, voilà, il était également avec nous, Mamoudou Kondé. Merci à vous tous à l'international. L'émission revient demain avec d'autres sujets qui focalisent certainement les attentions. Bonne journée à tous, où que vous soyez. Au revoir.